Entre le VE et la fin du XVe siècle, l'Irlande connut des siècles de bouleversements. Située à l'extrémité occidentale de l'Europe, elle se développa dans un équilibre délicat entre traditions celtiques, influences chrétiennes et échanges commerciaux avec la Scandinavie, la Grande-Bretagne, puis la France normande. Contrairement à l'Angleterre, à la France ou au Saint-Empire romain germanique, l'Irlande n'a jamais formé un royaume unifié. Pendant longtemps, elle fut une mosaïque de petits royaumes, tuata, chacun dirigé par un roi local, ri, eux-mêmes intégrés dans des hiérarchies plus vastes de seigneuries et de provinces. Le haut roi d'Irlande, censé régner depuis la colline de Tara, exerçait une autorité symbolique, mais son véritable pouvoir dépendait de sa capacité à maintenir des alliances et des banquets prestigieux. L'arrivée du christianisme au VE siècle, traditionnellement mené par saint Patrick, a profondément transformé la culture. Les monastères sont devenus des centres de savoir, d'art, mais aussi d'économie et d'agriculture. La nourriture a pris une signification particulière, austère, rythmée par le jeûne, mais aussi raffinée grâce à la production locale de bière, de fromage et de miel. À partir du IXe siècle, les Vikings établirent des comptoirs commerciaux côtiers tels que Dublin, Waterford et Limerick, introduisant un commerce plus vaste et de nouveaux goûts culinaires. Puis, à la fin du XIIe siècle, l'invasion anglo-normande bouleversa davantage la structure sociale et l'organisation des ressources, apportant avec elle de nouvelles pratiques agricoles et culinaires. Enfin, au XVe siècle, l'Irlande reste divisée entre zones gaéliques et territoires anglo-normands, mais dans les deux cas, l'alimentation reste au cœur de la vie sociale, reflétant les différences entre paysans, moines, nobles et rois. Deux paysages, climat, agriculture et ressources naturelles. L'Irlande médiévale était avant tout une terre de contrastes géographiques. De vastes plaines fertiles, notamment à l'est et au centre, étaient utilisées pour l'élevage et la culture des céréales. Les collines et les montagnes de l'ouest limitaient l'agriculture mais favorisaient le pâturage des moutons et des chèvres. Les côtes, découpées et riches en estuaires, étaient des zones privilégiées pour la pêche et le commerce maritime. Le climat humide et tempéré favorisait la croissance de l'herbe presque toute l'année. C'est pourquoi l'élevage, et notamment celui des bovins, occupait une place fondamentale dans l'économie et l'imaginaire. Les vaches n'étaient pas seulement une source de lait, mais aussi un gage de richesse et un symbole de prestige. Une querelle à propos de vaches pouvait déclencher des guerres entre clans. Une agriculture axée sur des cultures rustiques adaptées au climat. Avoine, base de bouillie. Orge, souvent transformée en bière. Séglite, dans certaines régions, un peu de blé. Les légumes étaient modestes mais essentiels, navets, choux, poireaux, oignons sauvages. Les pommes et les baies étaient les fruits les plus courants, tandis que les noisettes étaient une ressource abondante dans les forêts. Les rivières regorgeaient de saumon et de truites. La mer offrait du hareng, de la morue et des crustacés. Le miel des abeilles sauvages et domestiques permettait la production d'hydromel. Ainsi, le paysage irlandais médiéval offrait une diversité de ressources naturelles, mais leur répartition inégale accentuait les inégalités entre riches et pauvres. Là où un noble pouvait organiser un banquet avec du gibier, des cygnes et du saumon, un paysan devait se contenter de flocons d'avoine et de lait caillé. 3. Importance du système social, clans, rois locaux, églises. La nourriture ne peut être comprise sans structure sociale. Le clan, tuat, représentait l'unité fondamentale, une communauté élargie de familles partageant terres et ressources. Chaque tuat avait son roi local, ses guerriers, ses druides, plus tard moines, et ses agriculteurs qui constituaient la base productive. Le roi local se distinguait par sa capacité à redistribuer les richesses, notamment alimentaires. Le banquet était l'acte politique par excellence. Inviter, nourrir et abreuver, c'était démontrer sa puissance et conserver ses alliés. L'Église et les monastères ils jouèrent un rôle croissant, ils administrèrent de vastes domaines, préservèrent les savoirs agricoles et réglementèrent les habitudes alimentaires par des jeûnes et des fêtes religieuses. Ainsi, la nourriture reflétait la hiérarchie. Le paysan produisait. Le noble redistribuait et festoyait. Le moine contrôlait les rythmes et donnait une signification spirituelle à la nourriture. 4. Pourquoi l'alimentation est essentielle pour comprendre la société. La nourriture médiévale en Irlande n'était pas seulement une question de survie, elle incarnait pouvoir, identité et mémoire. Pouvoir, quiconque pouvait organiser un festin avec de la viande en abondance et de la bière à volonté affirmait sa domination. Identifier, certains aliments distinguaient les classes sociales. L'avoine et le lait fermenté pour le paysan, le gibier et le vin pour l'aristocratie. Mémoire, les mythes irlandais regorgent de références aux fêtes, aux banquets, aux héros partageant de la viande et de l'hydromel. Comprendre la nourriture, c'est comprendre comment les gens vivaient, luttaient, croyaient et rêvaient. C'est aussi saisir comment un simple bol de porridge pouvait incarner la modestie paysanne, tandis qu'un festin royal représentait l'ordre social et la grandeur d'un royaume. Projet de plan pour l'alimentation paysanne. La place de l'alimentation dans la vie paysanne. Contraintes du climat,
des sols et du calendrier agricole. Différence entre le régime alimentaire paysan et le régime alimentaire aristocratique urbain. 2. Culture céréalière à grande échelle. Avoine, culture, rendement, utilisation, bouillie, fourrage. Orge, alimentation humaine et brassage. Seigle, pain noir, rusticité, importance sociale. Transformation, moulin, four collectif, boulangerie. 3. Produits laitiers. Rôle central du lait dans l'économie paysanne. Technique de caillage, fabrication du beurre, conservation du fromage. Noyaux à beurre et autres techniques de stockage. Lieu symbolique et nutritionnel. 4. Plats typiques. Bouillie d'avoine et de seigle. Porridge et variations régionales. Pain plat et crêpes. Consommation quotidienne et partagée à domicile. 5. Compléments végétaux. Légumineuses, haricots, pois, lentilles, apport en protéines. Légumes rustiques, choux, navets, navets. Plantes sauvages, oignons, herbes de saison. Complémentarité nutritionnelle avec les céréales. 6. La viande et ses utilisations limitées. Porc élevé et salé à l'année. Chèvre, lait, parfois viande. Chasse occasionnelle, lièvre, cerf, oiseaux. La viande comme aliment de fête. 7. Technique de conservation. Salage, fumage, séchage. Fosse à beurre et cave. Utilisation de la saumure. Importance du stockage pour passer l'hiver. 8. Une journée typique dans la vie d'un agriculteur. Lever du soleil et premier repas, porridge, lait. Travaux au champ, collation en milieu de matinée. Déjeuner partagé avec les ouvriers. Collation simple, pain, fromage, oignons crus. Dîner autour d'une soupe. Récit vivant, suivre une famille paysanne du réveil au coucher. 9. Symbolisme et sociabilité. Nourriture lors des fêtes religieuses et villageoises. Partager la nourriture comme ciment social. Jeûne, carême et restrictions religieuses. L'équilibre entre rareté et inventivité. L'héritage de l'alimentation moderne. Permanence culturelle des saveurs paysannes. À l'aube, la chaumière s'éveille à l'odeur chaude de l'âtre. Le coq n'a pas encore chanté, mais la maisonnée s'agite déjà. Au crépuscule, la mère tire du lait de la cruche, tiré la veille, épaissi par une nuit au réfrigérateur. Une partie est réservée au caillé, l'autre sera mélangée à de l'avoine concassée. Sur les braises, une bouillie s'épaissit lentement, nourrissant les estomacs avant l'accouchement. La cuisine paysanne n'a rien à voir avec l'abondance des tables seigneuriales, elle est affaire de sobriété, de prévoyance et de constance. Les mêmes ingrédients reviennent, mais chaque saison et chaque technique de conservation leur confère une saveur unique. L'avoine, l'orge et le seigle dominent les champs et donc les écuelles. Les légumineuses et les légumes de conservation servent de complément. La viande, saignante, est réservée aux jours de fête ou aux travaux exceptionnels. Pourtant, dans cette apparente monotonie se cache une richesse insoupçonnée, diversité des préparations, rituels de partage, invention des femmes qui transforment de simples céréales en plats nourrissants. Suivons donc, à travers les champs et la maison, le quotidien d'un paysan, pour comprendre comment il se nourrit, se préserve et transmet dans ses actes l'essence même de son monde. Le régime alimentaire des artisans et des marchands dans l'Irlande médiévale. Les villes, nouveau centre d'échange. Au début du Moyen Âge, l'Irlande était essentiellement rurale, villages dispersés, monastères isolés, vaste terre pastorale. Mais à partir du IXe siècle, avec l'arrivée des Vikings, une transformation majeure s'opéra. La première ville portuaire s'apparaissent, comme Dublin, Waterford, Limerick et Cork. Ces villes devinrent des plaques tournantes du commerce du cuir, de la laine, du bois et même des denrées alimentaires. Les marchés hebdomadaires attiraient agriculteurs, artisans et marchands, créant une nouvelle dynamique. L'Irlande rurale fournissait les matières premières, tandis que les villes concentraient la transformation et le commerce. La nourriture consommée par les artisans et les commerçants se distinguait de celle des paysans par sa variété, non pas qu'ils étaient aussi riches que les nobles, mais leur position au carrefour des échanges commerciaux leur permettait d'accéder à des marchandises plus diversifiées et parfois importées. 2. Poissons, abondance et prestige modeste. Le poisson était un élément essentiel du régime alimentaire urbain. Le estuaire et rivières et saumons et truites fournis. Le port viking et normande s'autorisaient le transport de harengs salés et de morues de la mer d'Irlande et au-delà. La morue séchée, facile à conserver, devint une ressource précieuse pour les jours de jeûne imposés par l'Église. Les artisans, forgerons, tanneurs, charpentiers pouvaient régulièrement se permettre du poisson, bien plus souvent que les paysans. Le saumon, autrefois symbole aristocratique et mythologique, pensé au saumon de la sagesse, sont devenus plus accessibles sur les marchés urbains, même si les plus beaux spécimens sont restés réservés aux tables nobles. 3. Importations discrètes, épices, vin et sel. Les villes ouvrirent la voie au commerce extérieur. Les marchands irlandais, en contact avec l'Angleterre, la Bretagne,
les Flandres et la Scandinavie, introduisirent des produits exotiques dans l'alimentation. Épices de base, poivre noir, cannelle, clous de girofle mais en quantités infimes, car leur prix était très élevé. Les artisans les consommaient rarement, mais pouvaient les déguster lors de fêtes spéciales ou dans les tavernes les mieux approvisionnées. Vin, importé de France, notamment de Bordeaux après le XIIe siècle. C'était une boisson de luxe. Les nobles l'affichaient, mais les tavernes le vendaient parfois au détail à quelques privilégiés. Cellules, élément essentiel à la conservation de la viande et du poisson. L'importation de sel marin était vitale, surtout dans les régions éloignées des côtes. Ces produits ont peu à peu modifié les habitudes. Un marchand qui pouvait offrir à ses invités un plat légèrement assaisonné d'épices ou de vin rouge prouvait sa prospérité. 4. La taverne médiévale, un lieu de restauration et de sociabilité. Dans les villes, les tavernes étaient plus qu'un simple lieu où boire un verre, c'était un espace social, économique et culturel. Boisson. La bière, fabriquée à partir d'orge, était la boisson la plus courante. L'hydromel, fabriqué avec du miel, conservait une aura plus ancienne et mythologique. Le vin, plus rare, était servi en petite quantité. Nourriture. On y servait du pain d'orge ou d'avoine, des ragoûts de porc ou de mouton, parfois accompagnés de légumes. Le poisson fumé ou salé était un mets délicat courant. Des œufs et du fromage de chèvre étaient également présents. La taverne était un lieu où les artisans pouvaient échanger des nouvelles, négocier des contrats et écouter les bardes chanter des contes anciens. La nourriture et les boissons constituaient le ciment de cette communauté urbaine en plein essor. 5. Courte histoire fictive, un marchand au marché de Dublin. Imaginons Maël Seknaï, marchand de cuir à Dublin vers 1250. Il se lève tôt dans une maison en bois et en terre. Sa femme lui prépare un repas simple, un morceau de pain d'orge et du lait caillé. Avant d'aller au marché, il prend un petit poisson séché et le garde dans son sac. Au marché de Dublin, l'air est saturé d'odeur. L'arôme du saumon grillé par un pêcheur, le doux parfum du miel vendu par un moine, la forte odeur de cuir tanné qu'il apporte lui-même. Il rencontre un marchand normand qui lui offre un petit tonneau de vin rouge de Bordeaux. Le prix est exorbitant, mais Maël Seknaï en achète, il le servira lors d'un festin familial, pour témoigner de son statut. Le soir, il se rend dans une taverne près des quais. Là, avec d'autres artisans, il déguste un ragoût de mouton au pain noir. Ils boivent de la bière amère, tandis qu'un barde scandinave chante des histoires de voyage en Islande. Cette vie quotidienne illustre comment l'alimentation des artisans et des marchands, bien que modeste, était plus variée et ouverte sur le monde que celle des paysans des campagnes. Le régime alimentaire des artisans et des marchands reflétait l'essor urbain de l'Irlande médiévale. Ni luxueux comme celui des nobles, ni monotone comme celui des paysans, il se caractérisait par une et accroître la diversité par le commerce. Le poisson, les produits importés et les tavernes en faisaient une expérience sociale et culturelle autant que culinaire. Contraste entre les tables paysannes et aristocratiques. La nourriture comme symbole de pouvoir et de hiérarchie. Sources disponibles, chroniques, livres de cuisine, récits de banquets. 2. Banquets et fêtes. Organisation de banquets, durée, convives, salle, décorum. Rituel d'ouverture, bénédiction, musique, performance. L'abondance comme marque de prestige. 3. Le rôle des viandes principales. Cochon, viande commune mais raffinée à la table noble, notamment sous forme de pâté, charcuterie, rôtis entiers. Bœuf, associé au pouvoir, souvent servi rôti ou dans un bouillon riche. Mise en scène de viande lors de banquets. 4. Gibier et animaux rares. Cerf, roi des forêts, prestige du chasseur. Sanglier, noble animal de chasse par excellence, rôti entier. Cygne, paon, héron, des plats spectaculaires, servis plumés ou redressés. La chasse comme privilège aristocratique et extension culinaire. 5. Servir les plats. Le système en plusieurs cours, services successifs. Présentation, plat, hiérarchie du service. Exemple de festin avec description des plats. 6. L'alimentation comme instrument politique. Distribution ostentatoire de nourriture. Des banquets pour sceller des alliances, des mariages, des traités. Règles de préséance, qui reçoit quoi et quand. Symbole d'aliments rares, épices, gibier, pâtisseries élaborées. 7. Le rôle du clergé et des monastères. Influence des moines dans la conservation et l'innovation culinaire. Recettes et pratiques importées, utilisation d'épices, d'huile d'olive. Impact des jeunes ecclésiastiques sur la haute cuisine, poissons, lait d'amande. 8. Comparaison culturelle. Table gaélique, Irlande, avant et après l'influence normande, abondance de viande bouillie, importance du lait et banquets tribaux. Table normande, après 1169, en Irlande et ailleurs, structuration continue, intégration de recettes continentales, rôle accru des sauces et des épices.
Confrontation de deux modèles, convivialité guerrière gaélique vs. Cérémonial hiérarchique normand. 9. Une journée aristocratique ordinaire. Différence entre les repas quotidiens et les repas de fête. Exemple narratif, une journée dans une grande maison noble, du matin au soir. La table aristocratique comme miroir du pouvoir. Permanence de certaines pratiques dans la gastronomie moderne. Exemple de début de récit, introduction plus introduction au banquet. Dans la grande salle aux tapisseries suspendues, les torchers scintillent et la foule s'agite. Des serviteurs circulent, portant des bassines d'eau pour se laver les mains, tandis qu'au fond de la salle, les ménestrels accordent leurs instruments. Le seigneur prend place sur l'estrade, sous le dais, et l'ordre s'installe aussitôt, chacun connaîtra bientôt, à sa place et à son plat, sa place dans la hiérarchie. À la table des puissants, la nourriture n'est pas seulement un besoin corporel, c'est un langage. Chaque plat, chaque bouchée distribuée, chaque plat qui défile sous les yeux des convives est un signe, une démonstration de puissance et de richesse. Le rôti de bœuf, massif et sanguinolent, évoque la force de la lignée. Le porc, finement préparé, évoque l'abondance domestique. Le cerf, chassé dans les forêts réservées aux nobles, devient l'incarnation de la souveraineté sur la nature. Pour l'aristocratie médiévale, manger était une question de frime. Démontrer sa richesse, sa générosité et sa capacité à organiser l'ordre social autour d'une table. Les banquets, répétés lors d'occasions spéciales, étaient des cérémonies où la nourriture jouait un rôle de langage politique, rituel et symbolique. Viande sur l'os, nourriture pour les rois et les grands seigneurs. Les fêtes royales, un symbole de pouvoir. Le banquet comme outil politique et diplomatique. La hiérarchie visible dans la disposition des tableaux. Le rôle de la distribution de viande comme acte de justice et de souveraineté. Les droits du roi, obligation de nourrir et d'abreuver ses vassaux. 2. Plats exotiques et produits de luxe. Vin, hydromel et bière importée à volonté. Le miel, symbole de richesse et de pureté. Épices rares, poivre, cannelle, gingembre. Animaux prestigieux, bœuf gras, cochons entiers rôtis, gibier, cygne, paon. 3. Contes des annales et fêtes légendaires. Il se régale de Bricriu, saga. Référence dans l'Eulebor Capture irlandite les annales médiévales. Les banquets où se décidaient les guerres, les mariages et les alliances. 4. Dialogues fictifs, bardes, druides et rois. Scène reconstituée où un barde chante, un druide bénit et un roi donne des ordres. Les invités réagissent à la nourriture et aux histoires. 5. Cadre, un banquet royal à Tara. Description immersive d'un banquet à Tara, Xe siècle. Décor, préparation, arrivée des invités. Servir les plats. Intervention poétique de barde. Discussion politique à travers la nourriture. Les fêtes royales, un symbole de pouvoir. Dans l'Irlande médiévale, le roi n'était pas seulement un seigneur de guerre ou un juge, il était une haute suprême. Son autorité se mesurait à sa capacité à nourrir. Un roi incapable d'offrir un banquet somptueux était considéré comme faible, indigne de son titre. À l'inverse, un souverain qui pourrait organiser une semaine entière de festins, abreuvant ses guerriers et gavant ses bardes de viande et de bière, inscrirait son nom dans la mémoire collective. Le banquet était une cérémonie codifiée. Les invités n'étaient pas assis n'importe où. Le roi et ses plus proches alliés occupaient les places d'honneur. Les bardes et les poètes, chargés de chanter la gloire du roi, avaient également leur place privilégiée. Les guerriers recevaient leur part de viande selon leur rang. La cuisse de porc ou le meilleur morceau de bœuf revenait aux plus vaillants. Donc la nourriture était une élangage du pouvoir en distribuant équitablement, mais avec discernement, le roi a montré qu'il savait récompenser la loyauté. 2. Plats exotiques et raffinés. Si l'alimentation de base restait proche de celle du peuple, céréales, lait, porc, la table royale se distinguait par s'abondancer par quelques produits rares. Viande, cochons entiers rôtis à la broche, quartier de bœuf fumé, cerfs chassés pour l'occasion, oiseaux rares, cygnes, grues, paons. Poissons, énorme saumon servi avec herbe et sauce, truites grillées, soupe d'anguille. Produits sucrés, miel abondant, galettes d'avoine sucrée au miel, fruits secs importés. Boissons, bière claire en grande cuve, hydromel aromatisé, vin de Bordeaux ou du Rhin, réservé à l'élite. Épices, du poivre pour relever les viandes, de la cannelle pour parfumer le vin chaud, du gingembre occasionnellement. Ces produits importés étaient chers et leur présence servait principalement à impressionner. Lorsqu'un roi servait du vin étranger, il affirmait son pouvoir au-delà des mers. 3. Histoire des annales et des sagas. Les textes irlandais font souvent référence au banquet. Dans le fait de Bricriu, la fierté des héros se manifeste à table, chacun voulant obtenir la meilleure part de viande. Le Annales d'Ulster et d'autres chroniques médiévales mentionnent les grandes assemblées royales, où on consommait de la viande et de l'hydromel en abondance. Ces histoires montrent que le banquet n'était pas seulement une occasion de manger, c'était un rituel politique et social où eut l'honneur,
la rivalité et la mémoire étaient en jeu. 4 scènes fictives, dialogue au banquet. Imaginons une soirée d'hiver, dans une grande salle royale éclairée par des torchers. Roi Domnall, apportez le rôti de porc. Que chaque guerrier reçoive sa part selon ses mérites. Un barde, chantant, Domnall, fils de Niall, donneur d'or et de viande, ton nom vivra aussi longtemps que la flamme brûlera sur Tara. Un druide, avec chair et miel, je bénis cette fête. Que la prospérité règne sur ton royaume. Un guerrier, recevant une cuisse, par cette pièce, je jure fidélité. Mon épée sera votre rempart. Ainsi, chaque geste autour de la nourriture devient rituel, bénédiction, serment, proclamation. 5 cadres, un banquet royal à Tara.